cercle vertueux de libres penseurs. Présente Espace Républicain. Espace Républicain. Amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à Espace Républicain. Nous sommes là pour vous servir et notre joie est que les débats que nous entretenons ici sur ce plateau puissent servir à l'édification de nous tous. Les informations à notre possession ne sont pas vraiment les informations qui peuvent nous encourager, mais nous n'avons pas le privilège du souci du pays. Nous sommes nombreux à aimer notre pays. C'est pourquoi nous venons vers vous, parce que nous savons que vous allez nous aider à comprendre très bien. Depuis quelques semaines, le climat politique s'est détérioré. Les hommes politiques prennent position dans des directions très différentes et nous craignons que le lendemain soit des lendemains de discordance dans la nation. Il est donc important que nous puissions faire le toilettage de toutes ces informations afin de retrouver l'esprit républicain, l'esprit qui est au cœur de notre nation, qui peut nous permettre de construire cette nation, cette volonté de vie en commun. Aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, vous savez, une grande partie de députés, notamment ceux de l'opposition, ne siègent plus. Ils ont non seulement exigé un certain nombre de choses, et ils ont même pris l'option de demander de faire une motion de défiance à l'égard de leur président. En même temps, un autre groupe de la majorité présidentielle a saisi la Cour constitutionnelle pour pouvoir avoir de celle-ci l'interprétation d'un certain nombre de considérations juridiques. Mais sur les plateaux de télévision, dans les différentes tribunes, nous sentons que la classe politique est en train progressivement de briser tous les consensus qui avaient été élaborés autour de l'accord de la Saint-Sylvestre. Est-il possible encore aujourd'hui de parler d'une même voix et d'aller de l'avant, de construire un avenir, de construire une réalité dans le pays sans que nous puissions buter sur des positions contradictoires? La majorité, l'opposition, la société civile et voire même les citoyens lambda se posent la question de quel sera demain fait son avenir. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a eu des entretiens avec la société civile et les partis politiques. Il en sort que le président lui-même a dit qu'il avait besoin de 504 jours à la fin de l'enrôlement pour obtenir le jour du scrutin. Tout ceci est venu s'ajouter à la différence des perceptions qu'il y a dans le pays. Voilà des sujets nombreux qui nous préoccupent aujourd'hui. Nous sommes un tout petit peu soucieux sur l'avenir du pays, mais nous ne désespérons pas. Nous pensons que c'est un moment passager et que l'esprit républicain va triompher dans chaque camp et que nous arriverons à bon port. Mais le bon port, pour y arriver, il faut comprendre. C'est pourquoi je m'adresse aux éditorialistes d'aujourd'hui. Je voudrais vous dire que depuis plus d'une année que nous sommes sur cette émission, nous avons reçu plusieurs remarques, qu'elles soient positives ou négatives. Nous prenons tout ça en compte. Je voudrais donc saluer Jérôme Sekana qui est sur ce plateau, éditeur de Bonne Gouvernance, mais surtout aussi patron d'AGM. Je salue aussi José Nawège, que je peux de retrouver. Je salue Bruno Mbolisson, Atlantis News. Je salue Diana Koupa, que l'on surnomme aujourd'hui journaliste biométrique. Bon, c'est pas moi. Et John Ngomboa, c'est pas moi qui ai donné ce nom, mais en fait, c'est toujours pour ouvrir un tout petit peu. Chers amis, est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter quant à la disparition apparente de l'esprit républicain dans la prise de parole de chaque acteur aujourd'hui, quelle que soit l'institution, quelle que soit la posture, quelle que soit la position de chacun?
J'ai l'impression qu'aujourd'hui, le climat général est un climat de suspicion. Ai-je raison de me tromper? Est-ce que vous pouvez me le dire et me démentir? José Nawej. Oui, Willy, vous avez raison quand vous dites que le climat politique général se dégrade de plus en plus, chaque jour un peu plus. Vous avez raison quand vous dites il y a de quoi vous inquiéter, pas seulement vous, mais nous tous. Il y a de quoi nous inquiéter. Pourquoi? Parce que un pays, c'est d'abord un ensemble de valeurs communes. C'est pourquoi c'est un pays. C'est pourquoi, plus exactement, c'est une république. Et c'est une république plutôt. C'est une république parce que on a en commun quelque chose depuis Platon jusqu'aux penseurs contemporains. La république s'est toujours définie comme un espace commun à un groupe d'individus. Et cet espace commun obéit aux mêmes valeurs. C'est ça, la République, hier comme aujourd'hui. Mais à partir du moment où les valeurs qui sous-tendent la République, une République, commencent à voler en éclats, pour ainsi dire, c'est qu'il y a de quoi s'inquiéter. Et plus concrètement, vous avez énuméré, cité un certain nombre de cas qui nous concernent nous tous. Ça va de la CENI à l'Assemblée nationale, en passant par les jeux de ping-pong ailleurs. Et donc, ça fait un cocktail qu'il faut mettre maintenant dans le contexte qui est le nôtre, de la Saint-Sylvestre, qui devait être le dénominateur commun et le plus grand diviseur par le fait qu'il est lu autrement, différemment, plus exactement, selon que l'on est de telle ou telle autre loge politique. Ça, c'est un vrai problème. Or, cet accord, théoriquement, prend fin à la fin de cette année. Permettez-moi cette tautologie qui me paraît s'imposer. Et donc, avec l'échéance qui pointe à l'horizon, ça pose un problème des acteurs quant à leur positionnement. Certains, et c'est de bonne guerre, on peut dire jusque-là, certains voudraient utiliser cette échéance pour régler des comptes à ceux qui sont aux affaires, et d'autres aussi voudraient utiliser cette échéance pour empiler. Voilà un peu l'arrière-fond de cette crise. Mais le problème, Willy, c'est qu'on ne se bat plus à la régulière. À partir du moment où vous voyez bien ce qui se passe à l'Assemblée nationale, il n'y a pas ici comme ailleurs, chaque fois qu'il y a crise au sein d'une assemblée, je parle sous le contrôle d'un Bolisson qui connaît peut-être ces choses mieux que moi, quand il y a crise au sein de l'Assemblée nationale, c'est que le pays va mal. Parce que l'Assemblée nationale, par définition, c'est le réceptacle, j'y arrive, de toutes les contradictions. C'est là que, justement, se règlent toutes les contradictions possibles. Maintenant, quand les contradictions portent sur les règles même du jeu, c'est qu'on se demande si, après 2 législatures, et plus les prolongations, c'est qu'il y a un problème de fond. Merci beaucoup, José. D'ailleurs, Bolisson prend la parole justement pour nous restituer, parce que nous restituer évidemment la configuration des contradictions actuelles. Le problème qui se pose aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale, où, je l'ai dit tout à l'heure, même le président de l'institution est mis en cause. Mais de manière froide, quelle est la petite histoire? Merci Willy. Effectivement, l'Assemblée nationale de la RDC traverse une zone de turbulence inhérente à toute navigation démocratique. Ce n'est pas une exception dans l'univers de la démocratie à travers le monde. Ça s'est déjà arrivé dans d'autres assemblées délibérantes à travers le monde. Nous allons y revenir. Mais pour faire bref, tout part de la date du 17 octobre 2009. À l'époque, c'était Mouzid Toumfoumonti qui était le premier ministre de la République. Il est interpellé par une motion de défiance initiée par les députés Clément Kankou ou Boukassa, Bukasa. Mais juste avant
que Clément Kankou intervienne pour développer sa motion de défiance. L'honorable Pius Mwabi Lumbayo, élu à l'époque PPRD à l'Assemblée nationale, estime que ça risquait d'être un hold-up politique. Parce que Mouzito, en tant que chef du gouvernement, il ne pouvait pas être visé par une motion de défiance parce que sa chute entraînerait la chute du gouvernement. Ce que Kankou Clément aurait pu faire, au dire de Pius Mwabilou, c'était d'initier une motion de censure qui réclamerait 150 signatures et non pas 50 comme c'était le cas. Les débats étaient houleux. D'un côté, il y en a ceux qui estimaient que Mouzito, au terme de la Constitution, était un membre du gouvernement à part entière, au-delà du fait qu'il est Premier ministre. D'autres estimaient qu'étant donné que sa chute entraînerait la chute du gouvernement, donc il incarne la composition du gouvernement. Nous sommes partis. Et Mouzito a été sauvé. Nous revenons à l'époque de Matata Pogno. Nous sommes le 15 avril 2013. Matata a été interpellé, attaqué par une motion de censure, cette fois-là, initiée par, non pas Jean-Luc, Mayo Mambeke, l'ancien Dirkaba de Vital Kamere, qui reprochait un certain nombre de choses à Matata. Et au moment où Mayo voulait intervenir pour développer sa motion, c'était le député Ramazan Ishadari, aujourd'hui vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, qui intervient, qui fait remarquer que sur la centaine des signataires de la motion, il y en a ceux qui avaient déjà retiré les signatures. Il était renchéri, il était appuyé par le professeur Bochab, à l'époque aussi député national, qui disait qu'il y a un écart entre la volonté et la manifestation de cette volonté. Quelqu'un peut signer, mais avant de mettre en application sa signature, il retire. Et le débat était mortel. Finalement, la majorité a fait parler sa majorité et Matata a été sauvé. Et le même jour, les députés ont levé une notion que plus jamais, à partir du moment où la motion de censure ou de défiance est déposée, on ne peut plus retirer les signatures. Et ils ont demandé également au président de l'Assemblée nationale de saisir la Cour constitutionnelle pour interpréter les dispositions, pour savoir est-ce qu'on pouvait attaquer une motion de défiance considérée comme une matière principale par une motion incidentielle pour arrêter les débats. Donc, à ce niveau-là, le président de l'Assemblée nationale a effectivement saisi la Cour constitutionnelle qui a répondu, je crois, au mois de janvier 2015. Et parce que dans la lettre de la saisine, il y avait le Minakou avait présenté les deux positions. Il y avait d'un cas ceux qui disaient que la motion de défiance, une fois alignée, ne peut pas être suspendue par une motion incidentielle ou une motion d'ordre. Mais les autres estimaient que la motion de défiance étant une matière principale, comme toutes les autres matières, elle peut être attaquée par une motion incidentielle en donnant par exemple un exemple qu'un Libanais ou un Indien qui arrache une parcelle à un sujet congolais à Matete. Vous interpellez le ministre des Affaires étrangères, vous voulez le putcher. Est-ce qu'on peut faire remarquer que non, cette matière-là ne concerne pas le ministre des Affaires étrangères, même si c'est un Indien, mais ça concernerait plutôt le ministre des Affaires foncières? Est-ce qu'on ne peut pas le faire? Parce qu'il faut noter que maintenant, avec l'arsenal juridique, on peut attaquer même un acte législatif quand il a été mal dirigé. Alors, le débat est allé dans ce sens, mais la Cour constitutionnelle, dans son arrêt, après ce qu'on va simplifier les thèmes, renvoyer dos à dos l'Assemblée nationale. Les deux la Cour postures. a dit en résumé que les articles 146 et 147 de la Constitution sont tellement clairs, qu'ils sont tellement limpides, à partir du moment où ils parlent de la motion de censure et la motion de défiance, qu'elles ne donnent pas lieu à l'interprétation. Par contre, l'article 69 du règlement intérieur qui explique l'écologie des motions, motion incidentielle, motion de procédure et autres, n'est pas une matière constitutionnelle. Et donc, la Cour constitutionnelle a préféré une approche déclinatoire par rapport à sa compétence, estimant que son travail, c'est d'interpréter les dispositions de la Constitution et non les dispositions des règlements intérieurs, qui est un instrument interne à l'Assemblée nationale. C'est là le débat et c'est là que la déchirure s'est produite mardi. Il y a les opposants qui ont estimé que trop c'est trop, ils ne peuvent pas continuer à assister à une sorte de défilé de mots des membres du gouvernement qui viennent en interpellation et il n'y a pas de sanctions terminales. De l'autre côté, la majorité, les députés, la majorité estiment que non. À partir du moment où la Cour constitutionnelle n'a pas interdit qu'on puisse, n'a pas interdit clairement qu'on intervienne par motion incidentielle pour casser l'examen d'une motion de défiance, et en tant que majorité, ils font parler les majorités. C'est ça
les décors de la déchirure qu'il y a aujourd'hui, avec certains députés de l'opposition qui sont allés trop loin pour réclamer carrément la tête de Minakou. Encore faudra-t-il réunir les signatures, mais on en est encore loin. Donc voilà les décors. Alors maintenant, pour enchaîner dans la même optique que José Naoué tout à l'heure, effectivement, il y a des turbulences, mais il faut... Et la solution, c'est quoi? La solution, il faudrait que chaque camp mette un peu d'eau dans son vin, et non pas un peu de vin dans son eau, comme disait Diana l'autre fois. Parce que finalement, la solution, en attendant que la Cour constitutionnelle, qui est de nouveau saisie par le bureau de l'Assemblée nationale, pour cette fois-là interpréter son propre arrêt, c'est prévu dans la loi organique de la Cour, pour éclaircir un peu. En attendant cela, il faudra que les travaux parlementaires avancent. Et vous savez sans doute qu'aujourd'hui même, le président de la République, Joseph Kabila, a laissé une lettre aux députés dans une sorte de rappel pour qu'ils puissent accélérer l'examen des lois qui sont urgentes dans la finalisation du processus électoral. Nous allons y revenir. Merci beaucoup, Bruno, de ce rappel qui était important parce que ça nous permet de comprendre où est-ce que nous en sommes par rapport aux différentes prises de position. Alors, ça me permet de demander à Diana une chose. L'Assemblée nationale est aujourd'hui tiraillée par des questions de motion de censure, de motion de défiance, mais en même temps, l'enjeu reste le processus électoral. Est-ce que nous ne s'éloigne pas? Est-ce que cette crise de défiance entre les acteurs politiques ne nous éloigne pas de l'enjeu principal qui sont les élections? Willy, essayez de prendre les discussions d'après le calendrier, les discussions et au Parlement et dans l'opinion, exactement transposées, c'est la même chose. C'est comme si, lorsque l'éclaircie, ce qu'on a exigé, se présente, c'est à ce moment que, à la représentation nationale, on cherche à compliquer les choses. À l'époque, l'Assemblée nationale, la même opposition avait décidé de ne plus participer à toute plénière qui aurait pour objet les questions électorales. Au même moment, il voulait qu'on aille vite aux élections. Et voilà qu'aujourd'hui, on veut aller le plus rapidement aux élections. Et c'est à ce moment que l'opposition décide de ne pas participer aux plénières. Mais j'aimerais poser un peu banalement une question. Est-ce qu'on peut se demander pourquoi on dit pour gouverner, il faut avoir une majorité parlementaire? Sinon, on permettra à une minorité de gouverner. Si on dit à travers le monde, nous voyons ce qui se passe en France, nous voyons ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Quand vous êtes une minorité, souffrez d'être minorité et battez-vous demain d'être une majorité. Quand vous êtes minorité, vous n'avez... Et aujourd'hui, qu'est-ce que... On voudrait que la majorité subisse la loi de la minorité. La majorité a aussi le pouvoir. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, ce sera la loi. La majorité a le pouvoir aussi de protéger le gouvernement qui est son gouvernement, le gouvernement qu'elle a investi, un gouvernement qui la représente. Ou disons c'est l'Assemblée nationale qui représente ce gouvernement. Donc je ne vois pas, je n'ai jamais vu ça à travers le monde, sauf si la question posée est tellement flagrante et que l'opposition doit savoir travailler au sein de l'Assemblée nationale, convaincre les gens de la majorité pour que la motion passe. À suivre le survol que vient de faire Molisson ici. Nous l'avions tous suivi. Où est-ce qu'il y a eu réellement faute pour dire que cette motion avait besoin de passer? Il n'y en a pas. Il y a les arguments. Après, la même majorité pouvait dire que la motion passe, mais nous allons voter. Diana, une question. Vous avez encore la parole, mais j'ai une question de précision. Vous dites tout à l'heure que la majorité a le devoir de défendre son gouvernement. Mais est-ce que c'est une défense systématique pour toute question? Est-ce que cette défense-là peut aller jusqu'à couvrir les fautes des membres du gouvernement si elles sont déterminées par quelques députés? Oui, tout à fait. À quel moment est-ce qu'un ministre qui a été indexé pour des fautes, d'ailleurs il peut s'expliquer, mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas accepté qu'on arrive même jusqu'à l'explication? Écoutez, la motion incidentielle a comme... c'est ça sa définition, c'est que c'est une motion qui intervient avant pour casser la procédure. Mais quand déjà on constate que la procédure est biaisée, on vient de citer le cas du Premier ministre qu'on veut destituer par motion de défiance. Mais c'est un non-sens. Parce qu'automatiquement, vous allez créer une crise
le Premier ministre, vous ne pouvez pas remanier le Premier ministre. Notre loi dit que quand le Premier ministre, il est le formateur du gouvernement. Quand il tombe, son gouvernement tombe. C'est pas grave, c'est la démocratie. Oui, et on peut trouver quelqu'un d'autre. Mais c'est comme ça que ça s'alimente la vie, non, la relation. Il ne faut pas dire on sacrifie les règles du jeu parce que il y a toujours mais des gens. Un Premier ministre doit-il tomber ou ne peut pas tomber à la... tomber par motion de censure. Ah, très bien. Faites la motion de censure. Merci. Au lieu de faire une motion de défiance, justement, nous avons constaté que jusque-là, les motions ont été des motions épidermiques et parfois même, comment on peut les appeler, perdiémiques. Alors, ce sont des motions qui ne sont pas... Merci Diana. Réelles. Jérôme Sekana, là, on est sur la même question. Hein? On élabore un tout petit peu une compréhension du jeu politique et de sa distance par rapport à l'esprit républicain et par rapport aux valeurs sur lesquelles nous nous fondons. Parce que si tout le monde n'est pas politicien, c'est parce qu'on suppose qu'il y en a parmi nous qui ont la vocation de défendre les intérêts des autres. Quelle est votre lecture? Merci, William. Vous savez, j'ai de la peine même à vous répondre parce qu'il y a péril dans la demeure. Ce matin, j'ai suivi un député, je ne citerai pas son nom, sur CCTV. Il disait que le palais du peuple est en train de changer de nom. On l'a toujours appelé temple de la démocratie, mais il est en train de devenir temple de la dictature. Tout en n'étant pas d'accord avec lui à 100%, ce que moi je voudrais dire ici, c'est d'inviter nos politiques à la hauteur et d'examiner avec beaucoup de sagesse les questions de l'heure. Notre économie va très mal, les sociales est par terre, le monde entier nous regarde, on n'a pas besoin de faire n'importe quoi, on n'a pas droit à l'erreur. Je constate que depuis 2 législatures, on n'a jamais sanctionné un seul membre du gouvernement, un seul mandataire. Et pourtant, il y a des détournements des deniers publics, il y a des fautes graves. C'est qu'il y a la consécration de l'impunité. Je voudrais que la procédure puisse aller jusqu'à terme. Si quelqu'un réellement est fautif, même s'il est de la majorité, qu'il soit sanctionné conformément au texte. Et on ne doit pas protéger pour protéger. Je suis convaincu que ce soit ceux de l'opposition ou de la majorité, j'ai lu un certain consensus dans les dossiers des passeports. J'ai entendu certains députés de la majorité tirer à boulet rouge sur le vice-premier ministre en charge des affaires étrangères. C'est aussi ça la démocratie. Mais on ne peut pas faire du cinéma. Nous sommes en train de vivre le cinéma à l'hémicycle et ce n'est pas bon. Deuxièmement, vous savez, nous avons pris beaucoup de retard par rapport à d'autres nations. Je vais quand même faire quelques rappels historiques. En accédant à la souveraineté nationale et internationale, notre pays était au même niveau que le Canada. Au même niveau. Nous dévancions même l'Afrique du Sud et ainsi de suite. Au jour d'aujourd'hui, au lendemain de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, on a connu déjà des problèmes. Et c'est comme si c'est un signe indien qui nous poursuit. Et on doit arriver peut-être à prendre toutes les dispositions pour chasser ces signes indiens de notre pays, parce que ça nous met en retard. J'ai vu dans les réseaux sociaux un frère africain qui disait que vous, les Congolais, là, vous ne savez pas que vous êtes la locomotive de l'Afrique avec toutes les richesses que vous avez. Continuez à vous battre, à vous entretuer, vous êtes distraits et nous progressons. Regardez ce que fait le Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal n'a pas ce que nous avons. Et pourtant, nous pouvons faire beaucoup. Alors, pour répondre concrètement à votre question, je ne suis pas fier de nos politiciens. Et je comprends que la plupart de ces politiciens partent au palais du peuple. Ce n'est pas au nom du peuple, mais c'est pour se remplir les poches. Et voilà pourquoi j'avais demandé encore que nous puissions changer même le mode de scrutin pour que ceux-là qui méritent d'aller là-bas puissent y aller, parce que ceux qui partent là-bas savent déjà qu'il y aura un vote sanction. C'est pourquoi ils commencent à faire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas du tout content et je ne suis pas fier. Et je voudrais que chacun, comme disait mon ami Bruno Mbolisson,
essayer de mettre un peu d'eau dans son vin. Parce qu'ils sont en train de jouer avec le feu dans un Brésil. Alors, pendant 57 ans, aujourd'hui, nous sommes indépendants. Notre pays a quand même une classe politique qui est là parce que nous sommes dans les frontières héritées. On a perdu aucun mètre carré de notre territoire. Nous sommes toujours 450 tribus. Aujourd'hui, nous sommes allés plus loin. Nous avons même fait une division administrative. Nous avons 26 provinces. Mais on ne parvient pas à décoller, à aller de l'avant parce qu'il y a peut-être quelque chose que nous n'avons pas perçu. Je voudrais quand même demander à John Ngomba, il y a eu beaucoup de rencontres parce que c'est les diagnostics que ça va mal. On doit se parler, on doit régler nos conflits par les dialogues. Et il y a même un politique d'heureuse mémoire qui disait le dialogue est dans notre ADN. Vous le connaissez. Et le chef de l'État lui-même, quand il prend la parole, il dit le dialogue, c'est notre culture, c'est notre. Donc, il y a quand même eu plusieurs fois des rencontres entre politiques pour régler des conflits. Mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne parvient pas à décoller? John Ngomba. Oui, ça ne parvient pas à décoller simplement parce que ces différentes rencontres sont instrumentalisées dans le sens où on tombe facilement dans la quête du pouvoir ou dans le maintien du pouvoir. On a constaté à travers toutes ces rencontres, depuis 1960 jusqu'à ce jour, quand on accepte d'aller vers un dialogue, c'est quand on est certain qu'on va faire tomber l'adversaire politique. En réalité, ces dialogues sont une forme de lutte politique. Et à partir du moment où on n'obtient plus gain des causes au dialogue, bien, on se retire. La lutte continue. Voilà, on serait un vrai problème. La lutte politique est une simple contingence par rapport aux valeurs qui doivent sous-tendre la République. Et Jérôme, les constats du chaos, après, à partir de 1960, on a plutôt l'impression que nous sommes en train d'aller en décrépitude. Et Bruno, tout à l'heure, a parlé de mettre l'eau dans son vin. Mais je crois que ça tient entre les deux. Effectivement, je voudrais citer Mabika Kalanda, ici, qui a posé un problème sérieux et qui nous poursuit jusqu'à ce jour. C'est la conscience historique des Congolais. Nous n'avons pas la conscience de nous comme État, de nous comme entité. Et comme on dit, quand vous oubliez votre histoire, vous la répétez tout le temps. Et c'est ce qui est en train de nous arriver. Et nous dépassons alors les simples cadres des luttes politiciennes. Nous aurions dû dépasser les simples cadres de lutte politicienne pour pouvoir évoquer des vraies questions qui concernent la constitution de la République. Et je crois que aujourd'hui, cette question est plus que jamais au cœur même de tout ce qu'on voit ici comme débat. Où se trouve la place de la Respublica? Parce que quand on entend tout le monde prendre la parole, on a vraiment l'impression que chacun veut tirer les draps de son côté. On ne pense pas à la République, mais c'est un exercice fondamental auquel on doit vraiment souscrire de manière sincère. José Nawé. Oui, je voudrais d'abord placer un mot sur la donne parlementaire. Je crois qu'il ne faudrait pas non plus que tout ce que nous disons, qui est magnifique, nous fasse perdre de vue ce qui est important. Je crois que c'est Talleyrand qui disait: quand je me regarde, je me condamne. Quand je me compare, je me console. Ça veut dire tout simplement ceci. Quand nous prenons notre jeu parlementaire, Boulisson, il est exactement, Jérôme, c'est comme en France. Le Premier ministre, c'est tout le paradoxe du système, du régime semi-présidentiel ou semi-parlementaire, c'est selon. Ça veut dire la même chose. Le Premier ministre, c'est le chef de la majorité. Donc, à moins d'accepter que cette majorité se fasse harakiri, le gouvernement lui-même, c'est l'enfant du Parlement. Et la majorité parlementaire, plus exactement, que vous avez à l'Assemblée nationale. On ne parle pas du Sénat, on parle de l'Assemblée nationale parce que c'est de là que provient
pour partie la légitimité du gouvernement, l'autre partie, c'est le président qui nomme. Bien. Et donc, nous sommes piégés aussi par notre système politique, qui veut dire ceci, que quand il y a un problème, ici comme ailleurs, en France, Cahuzac, Jérôme, comme toi, par prénom, a dû être lâché parce que ça a été tellement flagrant que sa propre majorité l'a lâché. Mais la majorité parlementaire, ici comme ailleurs, dans le cadre de notre régime politique, c'est, je ne veux pas dire que c'est un parlement godillot, mais c'est un parlement qui part du principe que le gouvernement c'est mon enfant. Mon enfant, je le protège. Si j'ai des aveux, mon enfant... Non, nous sommes dans les règles, Jérôme. Là, tu es dans les commentaires. Nous sommes parce que nos téléspectateurs doivent savoir ça aussi. C'est ça le problème de ce système. Ici comme ailleurs, parce que très souvent les Congolais aiment dire en France ça se passe comme ça. Ça se passe comment? En France aujourd'hui la majorité parlementaire c'est En Marche. Eh bien, le rôle des députés d'En Marche, c'est de soutenir le gouvernement de Philippe, d'Édouard Philippe. C'est ça leur rôle là-bas, en dehors du rôle traditionnel de faire des lois, etc. Encore que même ces lois, c'est faire des lois qui soient en harmonie avec les engagements présidentiels de Macron que met en œuvre le Premier ministre. Nous sommes dans le b.a.-ba du régime semi-présidentiel. Mais là où je suis maintenant d'accord, dans la mesure où nous disons, là où je modère maintenant, dans la mesure où nous disons que le Parlement c'est une instance de contrôle, il faut que quand même que ce Parlement puisse contrôler l'exécutif. Sinon il n'est plus tout à fait Parlement. Et deuxième mot par rapport à la prolongation de ce sujet par John. Je crois que là aussi, nous devrions être un peu modérés dans nos critiques parce que la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Donc nous partons, c'est une pétition de principe. Nous pensons que dans notre République, il y a suffisamment de républicains pour faire République. Non. Justement, le problème que nous avons, c'est que nous n'avons pas suffisamment de républicains pour faire République à ce stade. Le vrai débat, c'est d'amener à ce que dans les viviers traditionnels de la classe politique, que sont les partis politiques, qu'il y ait davantage de républicains et de démocrates, pour que justement, par rapport à un sujet, que les gens puissent se dire non. Je suis de gauche, je suis de droite, si tant est que ces catégories aient un sens chez nous, mais disons par commodité de langage, je suis de gauche, je suis de droite, je suis du centre, mais ça dépasse le centre, ça dépasse la gauche, mais ça concerne la République. Merci beaucoup. Diana, les partis politiques, il y en a quand même chez nous, hein? Il y en a beaucoup. Et l'idéologie, c'est quand même l'aliment principal de l'engagement politique. Et l'idéologie, c'est ce qui devrait construire finalement les démocrates, les républicains, ce qui devrait guider l'action politique et la vision politique. Mais on en est où avec les chantiers idéologiques dans le pays? Oui, mais écoutez, chez nous, en réalité, lorsque nous parlons opposition, majorité aujourd'hui, vous voyez que le débat est difficile. Parce que ce débat-là porte sur quoi? Ça porte sur des individus. Jamais un débat qui porte sur les principes, ça porte sur les individus. Et c'est pourquoi vous voyez, la majorité se battra pour défendre les gens de la majorité qui sont au pouvoir. Et l'opposition, nous l'avons vu. Même si les gens de l'opposition ont fait quoi? Vous avez déjà vu l'opposition livrer un membre de l'opposition, quoi qu'il ait fait? Droit commun ou quoi? Est-ce que l'opposition a déjà livré qui? C'est un débat d'individus. En ce qui concerne, vous vous rendez compte que lorsque vous entendez tous ces politiciens vous disent ah, les idéologies là ce sont des histoires dépassées. Si les idéologies sont dépassées, la politique est dépassée à ce moment-là. Parce que ce n'est pas, comme je l'ai entendu de Jérôme ici, le discours, nous étions proches du Canada, on voudrait toucher le cœur. Ça n'a rien à voir ici. C'est chercher le penchement des sentiments. C'est une vérité historique, vous ne pouvez pas nier ça. C'est une vérité historique, mais une donnée. Rappelez ici, pour essayer de toucher le cœur. Ici, pas le débat. Ici, nous n'avons pas besoin de toucher le cœur, nous avons besoin de dire la vérité. D'accord. Lorsque, par exemple, je crois autour des années entre 1845 et 1856, Marx qui a créé l'idéologie qui nous arrive à Londres. Mais Londres, ce n'était pas
une ville, il y avait une ville de près de 3 millions d'habitants, et c'était la plus belle ville du monde. Londres, c'était le milieu où il y avait plus de presse libre, là où il y avait beaucoup plus de prospérité économique et tout ça, que partout ailleurs c'était des dictatures. C'est là où il y avait une presse vraiment florissante, comme un peu aux États-Unis. Mais le débat, si le débat de Marx était de voir, non, ce qu'il faut, c'est cette prospérité-là, il n'aurait même pas travaillé, Marx n'aurait pas existé. Mais maintenant, il entre dans la profondeur de généralité. Cette prospérité-là, les électeurs n'étaient que des riches. Il n'y a que des riches qui votaient. Oui. Alors, à ce moment, il se rend compte, dans la cité, les toilettes, il y en avait au moins dans les cités populaires, au moins une toilette pour 125 personnes. Et alors, il s'est dit non. Alors maintenant, revenons à l'homme. Et c'est là où il sortira son idéologie. Pour sauver cette situation, il partira d'une idéologie. Ça, c'est la vérité. Marx n'était pas marxiste. Et les marxistes, c'est vous, après. Comme Jésus n'était pas chrétien. C'est la même chose. Je vous en prie, rapidement. Alors, maintenant, il a sorti une idéologie. C'est pour essayer de résoudre ces problèmes économiques, ces problèmes de différence entre sociétés, entre personnes, tout ça. C'est là où il a estimé qu'il faut donner à chacun selon ce qu'il mérite. C'est-à-dire donner à chacun selon ce qu'il a besoin. Mais c'est lui là aussi doit avoir ne fût-ce que de quoi vivre à son niveau là. Le fameux socialisme, tel que vous l'appelez comme vous voulez. Mais c'était lui, c'est ça l'idéologie. Mais sinon vous dites, l'idéologie c'est qu'aujourd'hui le partage du pouvoir, on partage les libéraux. Non, vous étiez très bien lancé, alors ne divaguez pas. Donc vous avez dit effectivement que les changements de l'idéologie dans notre pays ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que les hommes politiques ne savent pas ce que c'est ou bien parce qu'ils ne veulent pas. Et pourtant, quand nous nous retrouvons en 1960, les gens sentent déjà le besoin d'idéologie. Il y a le fédéralisme, on peut l'appeler ça aussi une idéologie chez nous, les unitaristes. Ça représente une certaine notion de l'État. À travers cette notion de l'État, c'est ce qu'on veut donner à l'État. Les fédéralistes, dans cette séparation, que le développement de différents coins, les autres disent non, le développement ensemble avec un État centralisé qui distribue chez tout le monde de la même façon. Mais curieusement, au fur et à mesure qu'on avance, avec généralement la fameuse Deuxième République, parce qu'on ne sait pas si on peut l'appeler République, à ce moment-là, avec cette Deuxième République, qu'est-ce qu'on est arrivé? Avec le parti-État, qui en fait est un système de non-partis. Parce qu'il n'y avait pas de parti. Pour qu'il y ait parti, il faut qu'il y ait au moins une certaine concurrence. Il n'y avait pas de parti. Donc, ce système de non-partis, unification de l'idéologie et donc l'absence de... Tout ce que nous voyons comme classe politique, ils sont issus de cette classe. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, quand vous le ramenez à la raison, on trouve que Diana est fou. Merci Diana. Alors, il nous reste quelques minutes. Nous allons essayer d'élaborer pour les restes des minutes quelques des sorties. On ne peut pas les pas proposer. Et je voudrais que nous puissions embrayer sur les défis majeurs. Le pays peut exploser demain si la classe politique qui est aujourd'hui en activité ne parvient pas à trouver un modus operandi pour qu'on arrive aux élections apaisées et démocratiques. Cette question-là, elle s'impose donc à nous tous. Elle s'impose non seulement à la CENI qui organise, au gouvernement qui finance, aux députés qui signent les lois, au peuple qui vote, qui va voter demain. Alors, vous qui êtes vous, commentateurs, les journalistes, les chemins critiques qui vont nous amener aux élections, comment faire de ce chemin critique qu'il ne soit pas un chemin chaotique? Voilà, la question est précise. Soyez précis, ne divaguez pas parce qu'il nous reste très peu de minutes. Jérôme. Merci beaucoup. Je dois nous dire à nous tous qu'il y a un adage populaire français qui dit que c'est dans la négligence des petits devoirs que s'est fait l'apprentissage des grandes fautes. Nous avons commis beaucoup de fautes depuis l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, et l'heure est grave. Chacun de nous doit prendre ses responsabilités parce que nous sommes devenus la rusée d'abord des Africains et du monde entier. Et ce n'est pas normal, nous ne méritons pas ce que nous avons. Nous n'avons pas réussi à organiser les élections dans les délais constitutionnels, ce n'est pas une fierté. Au jour d'aujourd'hui même, tout cela qui pas aucune institution à mandat électif
et dans les délais. Donc nous devons comprendre que le moment n'est pas bon pour faire n'importe quoi. Ce que nous devons faire, c'est que vous savez, nous devrions avoir dans ces pays, comme sous d'autres cieux, un plan Marshall qui est voté au même moment par la majorité et l'opposition. Pour dire que voilà la boussole, quel que soit le pouvoir qui arrive. Dans notre pays, nous n'avons même pas cette conscience patriotique là. J'ai beaucoup aimé quand il a dit qu'il y a peu de républicains. Parce que dans un pays où vous avez des républicains, nous devrions avoir un plan de développement qui est là, que quel que soit celui qui arrive aux affaires doit respecter, même s'il ne prend pas à 100%, mais il y a les fondamentaux qui ne doivent pas bouger. Or, au jour d'aujourd'hui, Mobutu est arrivé, il a fait ce qu'il a fait, et quand Mouzé est arrivé, ainsi de suite, chacun arrive, il recommence à zéro, il fait ce qu'il... Alors qu'il y a des acquis que nous devons préserver. Merci. Voilà pourquoi je termine par là. Je me dis que moi, je ne suis pas pessimiste. Je suis optimiste et je l'ai toujours été. Je suis un optimiste incurable. Mais je voudrais inviter nos politiques à beaucoup plus de responsabilités parce que le peuple est en colère. Et que ceux-là qui pensent qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi, ils risquent gros et ils risquent d'embraser les pays pour rien. Merci. John Ngomba. Oui, moi je tiens à dire que le chemin critique, pour qu'il ne devienne pas chaotique, il faut un consensus. Il faudrait vraiment que les deux bords, en tout cas parce qu'il y en a deux maintenant, puissent se mettre d'accord sur un canevas. Qu'il n'y ait pas des agendas différents. Et ces canevas-là, seul le respect de ces canevas peut permettre à ce que nous puissions arriver sans coup férir à atterrir. Et je crois que ces canevas, on ne l'invente pas. Il y a effectivement un accord, l'accord de la Saint-Sylvestre. Aujourd'hui, quand vous suivez même les représentants spéciaux du secrétaire général, même le secrétaire général des Nations Unies, eh bien, ils ne demandent qu'à ça. C'est vrai, l'accord est là, mais il n'a pas été appliqué comme on l'aurait voulu. Appliquons l'accord, c'est un bon document, et puis il va permettre une sortie des crises plus ou moins posée. Voilà. Joachim Diana qui hoche la tête, signe des ressentiments. L'application de l'accord, ça veut dire quoi? C'est ça mon problème. Qu'est-ce qu'on attend par application? Pour les uns, il faut qu'un tel soit premier. Nous sommes en train de construire, Diana. C'est encore une question d'individu, pas question de Diana, principe. proposez, je vous en prie. Je propose ceci. Voilà, je vous en prie. Les gens, l'accord est là, qu'on le respecte. Respecter l'accord, ça veut dire d'abord, la première violation de l'accord, c'est de sortir de cet esprit de l'accord. Parce qu'on ne peut pas parler qu'il y a l'accord, ça veut dire que nous abandonnons opposition, majorité, nous allons tous dans le même centre. Qu'on aille dans cet esprit d'abord de l'accord, qu'on rentre dans l'esprit de l'accord. Et puis, on va respecter cet accord dans sa lettre qui dit, toutefois, s'il y a des problèmes, nous pouvons... Mais c'est l'accord. Ce n'est pas un autre texte, il n'y a qu'un seul accord. Si déjà on ne peut pas se mettre d'accord sur cet accord, qu'on revendique l'application, c'est difficile. Diana, je repose encore la question parce que je sais que vous avez certainement une offre politique à faire. J'ai dit ceci, comment faire pour que le chemin critique ne soit pas chaotique? Voilà. Parce que le chaos est devant nous. Alors vous avez là une influence décisive sur la population. Vous devez prendre votre responsabilité et non simplement vous plaindre de ce qui n'est pas fait. Mais qu'est-ce que l'on fait? Ce qu'on doit faire, c'est de respecter l'accord. C'est ce que tout le monde demande. Respecter l'accord, ça veut dire enlever l'esprit opposition-majorité. Tous ensemble, on gère ensemble et on va aux élections. Très bien. Et on donne le rôle à la CENI, puisque l'accord a été signé dans le respect de la Constitution. La CENI a regardé ses prérogatives, qu'on laisse la CENI nous présenter un calendrier pour qu'on aille aux élections. C'est aussi facile. C'est pas sorcier. Merci. Bruno, vous avez pas peut parler, mais... Je crois que l'urgence aujourd'hui, Willy Kalengay, c'est l'accostage en douceur du processus électoral. Je crois qu'il faut saluer l'évaluation annoncée de l'application de cet accord la semaine prochaine entre le gouvernement, le CENSA et la CENI. Ça, c'est pour les politiques en général. Pour les parlementaires,
Je crois qu'au-delà des divergences, des déchirures qu'on a appelées des turbulences inhérentes à toutes les assemblées délibérantes, je me rappelle qu'en Corée du Sud, par exemple, qui est un pays démocratique, avant Mme Parker, qui a été limogée par haute trahison pour raison de corruption, il y a eu une séance plénière qui s'est soldée par des coups de poing avec des blessés graves. Au Japon, avant Shinzo Abe, c'était une séance qui s'est soldée par pratiquement un entraînement de karaté. Donc, ça existe. Chez nous, je pense que c'est une crise qu'on peut gérer, qui passe aujourd'hui devant un défi, devant un consensus, je dirais, obligatoire. Parce qu'il y a des lois qui doivent élaborer ensemble. La loi électorale qu'il faut révisiter. Vous connaissez les députés, quand ils interviennent, chacun parle de sa circonscription. Maintenant, à travers cette loi électorale, il faut défendre sa circonscription. Est-ce qu'il faut-il une répartition des sièges sur base de nombre d'enrôlés ou sur base de la superficie? Le discours est déjà lancé. La loi électorale, comment, comme le disait Jérôme, comment éviter des candidatures fantaisistes avec la limitation des partis politiques qui, pour un certain nombre d'entre eux, sont devenus des unités de rentabilisation familiale. Alors comment, tout ça, les députés de l'opposition comme la majorité doivent travailler ensemble pour finaliser. Il y a le code minier aujourd'hui qui demain sera imposable à tout le monde, qu'on soit de la majorité ou de l'opposition. Ça, ce sont des convergences sur lesquelles nos parlements, nos politiques doivent se mettre d'accord et travailler pour que, au minimum, que le bateau électoral accoste en douceur et à moyen terme, que le pays amorce son redressement à travers des secteurs de production agricole, mines et tout, afin que demain nous atteignions le développement, le plan Marshall, comme l'a dit. Mais maintenant, là, parler de plan Marshall, pendant que chaque acteur politique est préoccupé de sa survie politique demain, c'est pas vraiment évident. Mais est-ce que le profil des députés que nous avons eu est celui qu'il nous faut pour une république, ou bien il faut encore demain quelques modifications? Non, les députés que nous avons aujourd'hui ne sont pas nés d'une génération spontanée. C'est au regard de la loi. Vous voyez aujourd'hui les spécimens des députés provinciaux qu'on a. Parce qu'en 2006, on avait négligé la députation provinciale, on a ramassé tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez des provinces, je m'excuse beaucoup, ce n'est pas un dénigrement, des provinces comme la Mongala, où à l'absence du gouverneur et du vice-gouverneur, aucun des ministres provinciaux, dont la plupart sont ici de ces assemblées provinciales, est incapable de diriger les gouverneurs. Maintenant, c'est je ne sais pas comment on les appelle, les chefs de la police qui dirige la Mongala. Et on se réfère à lui. Le général a dit demain, il y a salon au général, tout le monde. Donc, il n'y a pas de gouverneur, il n'y a pas de vice-gouverneur. Donc maintenant, il faut retravailler. Je crois qu'il faut, encore que notre niveau d'éducation aujourd'hui, vous avez aujourd'hui des licenciés qui ont des sérieux problèmes pour écrire leur propre nom. Et même pour parler. Ça aussi, c'est un problème. Mais je crois que c'est à la population de faire un choix judiciaire pour que demain, on ait des élites dans ces assemblées, dans ces gouvernements qui soient capables de représenter le pays. Très bien. José Nawé. Oui, je voudrais compléter Molisson sur une question. Cette question est intéressante. Pourquoi? Parce que soit nous faisons des professions de foi, j'ai presque envie de dire quelque chose comme un peu des propos de bons sentiments, ou nous regardons dans le miroir. Qu'est dans le miroir? Mais pourquoi nous l'appelons représentation nationale? C'est le reflet du pays. Il me semble que nos assemblées délibérantes, nationales comme au niveau provincial, quelque part, ça reflète le pays. Quel est ce pays? C'est un pays qui entre dans une démocratie multipartite, mais où les partis ne jouent pas leur rôle. Les partis ont été créés par en haut. J'ai créé mon parti parce qu'il y a la CNS, et à la CNS, à la Conférence nationale souveraine, pour les plus jeunes, on partage le pouvoir. Le parti, c'est le creuset de la citoyenneté. Mais pas seulement. C'est au parti que l'on apprend à gérer l'État. C'est ainsi que dans les partis modernes ailleurs, il y a Monsieur Transport, Monsieur Économie, Monsieur Santé. On n'apprend pas l'État quand on est au gouvernement. Et donc, quand les partis sont véritablement installés, ça donne des députés de qualité. Mais tout le problème chez nous, c'est j'ai créé mon parti parce que je dois être présent partout. Je demande à mon ami Molisson, chez toi à l'Équateur, trouve-moi quelqu'un. C'est comme ça que ça s'est fait chez nous. Donc c'est quand même important. Tu as posé une question, le que faire. Nous sommes dans le que faire. Que faire? Nous faisons les remakes. Il y a un an,
presque jour pour jour, nous étions confrontés plus ou moins au même défi. Oui. Plus ou moins au même défi. C'est parce que très souvent, notre ami a évoqué avec bonheur la question de conscience historique. Donc, l'équation, quelque part, n'a pas beaucoup bougé. Pourquoi il n'a pas beaucoup bougé? Parce que nous devons encore nous regarder dans le miroir. On a essayé une solution qui s'avère qui s'avère être un palliatif à court terme. Nous sommes plus ou moins rattrapés. Les uns et les autres sont rattrapés. Ça signifie que quelque part, cet accord de la Saint-Sylvestre mériterait à être revisité pour l'adapter à la circonstance du moment. Parce que les débats parlementaires, la crise parlementaire que notre ami évoque, n'accordons pas la bonne foi aux acteurs politiques pour le moment. Chaque acteur politique veut se repositionner par rapport à ce qui est annoncé en décembre. C'est ça la vérité. C'est ça le problème. Les acteurs politiques au niveau du Parlement, chacun voit le vent souffler. Le vent souffle dans quelle direction je me positionne. Donc, voilà, donc le débat parlementaire lui-même, cher ami, il est parasité, il est parasité par ces enjeux, dont certains nous dépassent, parce que nous ne nous réduisons pas non plus. Willy, je m'en serais voulu si on avait fini cette émission comme ça. Ne réduisons pas notre crise hier comme aujourd'hui aux seules considérations internes. J'ai presque envie de dire aux seuls enjeux domestiques. Non, cette crise a des ressorts à l'international. L'international qui a un regard sur notre pays. Voilà tout un pays. On attend l'ambassadrice américaine. C'est pas possible. J'ai fait un édito là-dessus. Donc nous sommes en train d'attendre, c'est elle là. Il y a une réunion à La Haye. Oui, voilà, sur la RDC. Donc, il y a cet aspect-là. Maintenant, parce qu'il y a le que faire. Le que faire, nous sommes dans un bateau. Je crois qu'il y a des gens qui croient que quand le bateau tangue et puis chavire, on peut être sauvé. Malheureusement, très souvent, quand il y a un problème, c'est comme dans l'avion. Voilà. Donc, puisque nous tous, nous sommes concernés, je crois que des postures du genre jugement, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, c'est ce qu'un bon philosophe avait dit, Glucksmann André, c'est son nom, il dit, avant de poser un acte, imaginez le contraire de cet acte. Aujourd'hui, quand vous en appelez au chaos, les Libyens en ont appelé au chaos. Voilà, il y a le chaos aujourd'hui en Libye. Il faut aller, s'il faut dire en Libye aujourd'hui que non, chers Libyens, chers Libyens, vous avez dégagé et vous vivez mieux qu'avant. Je crois que le premier Libyen qui vous aura, etc. Maintenant, pour finir, Willy, parce que nous parlons en termes de composantes, je crois que c'est John qui avait lâché ce mot. Il y a la quatrième composante. Jérôme y a fait allusion. Donc très souvent, dans nos débats, nous faisons un débat du type un peu petit bourgeois, censitaire, entre nous, dans l'entre-soi. Mais il y a la population qui a une autre perception de la même crise. Et malheureusement, cette perception, elle est conditionnée par son quotidien, qui est difficile. Donc, il faut craindre, pour ne pas que la population se trompe de colère, il faut que l'élite, parce que la colère est mauvaise conseillère, c'est après. Et pour éviter cette colère, et Jérôme y a fait allusion, il faut que la classe politique, toutes tendances confondues, prenne l'exacte mesure de la situation dans laquelle nous sommes. Les ingérences extérieures, cher Willy, les interférences étrangères sont là non pas pour notre bonheur, mais pour leur bonheur, pour le bonheur de ceux-là. Ils jouent leur jeu. Vous gardez encore le micro. Je vous pose une dernière question de 3 secondes. Et quel doit être le rôle de la presse dans cette période comme celle-ci? Parce que nous sommes quand même le quatrième pouvoir. Et nous devons de nous regarder aussi, comme vous avez dit, dans les miroirs et de nous projeter par rapport à notre rôle. Parce que nous sommes aussi la passerelle des immondices. Par laquelle passe aujourd'hui la décrépitude de notre conscience sociale. Alors, je vous demande simplement de donner quelques mots, de nous adresser à nous, la presse. Qu'est-ce que nous faisons dans cette partie, dans cette séquence historique? D'abord, modestement, ça n'engage que moi. Pour moi, la presse n'est pas le quatrième pouvoir. La presse, c'est le contre-pouvoir. C'est un contre-pouvoir. Je crois que la nuance est importante. Parce que nous sommes un contre-pouvoir. Dans notre rôle traditionnel d'informer, oui, de chien de garde, oui. Mais nous avons aussi un rôle citoyen.
nous avons un rôle citoyen qui découle de notre déontologie. Ce qui est bizarre, si on s'émire, si on se regarde, c'est que maintenant, beaucoup de nos confrères se plaignent de plus en plus pour ceux qui ne sont pas, où ils jouent un autre rôle que ce qu'ils devraient jouer, à savoir informer, à savoir faire de l'investigation et à savoir aussi tirer la sonnette d'alarme quand il est encore temps. Et il est temps de tirer cette sonnette d'alarme dans le sens de sauver la République. Parce que pour que Diana, pour que Willy, pour que Jérôme écrivent ou pas à la télévision, il faut que ce pays existe. Mais si le pays n'existe pas, eh bien, je ne sais pas sur quelle télévision vous parlerez. Et c'est ce qui fait Étoile d'araignée d'ailleurs. Merci beaucoup, chers amis. Merci beaucoup à bien placé dans la presse pour avoir l'autorité de cette parole que je récupère effectivement en tant que média. Nous devons un peu plus de responsabilité. Parfois, nous sommes devenus des passages très faciles. Nous nous mettons au service de celui qui crie le plus fort. Ce n'est pas cela notre travail. Aujourd'hui, je voudrais terminer cette émission en disant nous nous sommes posé la question de savoir le chemin critique qui nous amène vers les élections. C'est un chemin qui prendra du temps. Ce temps, nous devons le gagner dans la paix, nous devons le gagner dans la concorde, mais dans l'humilité. Cette humilité nous demande un triple engagement, c'est mon humble avis. Nous devons donc développer un engagement citoyen, ça a été dit ici. Nous sommes citoyens de cette nation. Nous avons donc une responsabilité par rapport à ce qui va devenir cette cité. Nous avons un deuxième engagement, c'est un engagement politique. Nous ne devons pas vivre dans ce pays comme si nous n'avions pas des rêves de grandeur, des rêves de réaliser cette vocation de puissance de notre pays. Mais nous avons aussi un troisième engagement, c'est un engagement républicain. C'est-à-dire, nous devons alimenter les institutions démocratiques de notre pays, de notre savoir et de notre intelligence. Nous avons donc ainsi terminé aujourd'hui ce devoir. Vous savez, je n'étais pas comme Jérôme sentiment. Je ressens un poids sur mon âme, comme si autour de moi, certaines choses, c'est les ardes. Mais j'ai la foi dans notre classe politique et je sais que le peuple va nous amener progressivement vers le chemin de la paix et de la critique. Au revoir et à la prochaine.